au milieu du gala de charité le plus prestigieux de Paris, alors que je lisais un message sur la fièvre de ma fille, j'ai entendu ce rire familier. Mon ex-épouse, confiante, coûteuse, moqueuse. « Il prétend encore appartenir ici », murmura-t-elle. Avant que je puisse répondre, un bras familier s'est glissé autour de ma taille. La salle est devenue silencieuse quand ma patronne milliardaire s'est penchée, a pressé un baiser sur ma joue et a dit calmement « Te voilà, Thomas, je cherchais mon bras droit. » À ce moment, tout ce que Sophie croyait sur moi s'est brisé. Quand Thomas Dubois, 33 ans, père célibataire et directeur opérationnel chez Morrow Enterprises, a été publiquement humilié par son ex-épouse Sophie au gala du Centre des Arcades métropolitains, il ne s'attendait pas à ce que sa patronne, Camille Morrow, PDG milliardaire de 38 ans, le défende avec une telle intensité. L'histoire extraordinaire de comment un homme qui avait choisi sa fille, Léa, 4 ans, plutôt que sa carrière, a découvert que ses sacrifices n'étaient pas des limitations, mais des preuves de son caractère exceptionnel. Une leçon magistrale sur le fait que dans un monde obsédé par l'ascension professionnelle, il existe encore des âmes qui comprennent que l'amour paternel et l'intégrité valent plus que tous les succès corporatifs. Quand Sophie a tenté de ridiculiser Thomas devant l'élite parisienne, elle n'avait pas prévu que la femme la plus puissante de la soirée allait révéler publiquement à quel point elle admirait et valorisait cet homme extraordinaire. Si vous êtes prêts pour cette histoire qui redéfinit le succès et prouve que les vrais gagnants sont ceux qui choisissent l'amour par-dessus tout, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Thomas Dubois se tenait au milieu du gala de charité scintillant, équilibrant un verre dans une main et son téléphone dans l'autre, lisant un message de Madame Martin sur la fièvre de sa fille. C'est alors qu'il entendit ce rire. Son ex-épouse Sophie, confiante, coûteuse, moqueuse, toujours prétendant appartenir ici, murmura-t-elle. Le Centre des Arts métropolitains scintillait de richesse et d'ambition. Son téléphone vibra. Madame Martin signalant que Léa avait 38,5 de fièvre. Il était en train de rédiger une réponse quand il entendit sa voix. Thomas Dubois. Sophie se tenait là en satin émeraude, son fiancé Marc à côté d'elle. Elle était devenue associée, avait déménagé dans le quartier financier, construit la vie qu'elle avait toujours voulu. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-elle. « N'est-ce pas au-dessus de ta situation actuelle ?» Camille Morrow a invité l'équipe dirigeante, répondit-il. Son sourire se crispa. « Tu es toujours là? Je pensais que tu aurais trouvé quelque chose de plus flexible maintenant, avec Léa et tout. » Comme si leur fille était une circonstance au lieu d'une personne. « Mais soyons honnêtes, Thomas, » continua Sophie, sa voix portant vers les invités proches. Les pères célibataires qui priorisent leurs enfants ne grimpent pas l'échelle. Tu es encore en opération, non? Même poste qu'il y a 3 ans. Son téléphone vibra à nouveau. La fièvre de Léa montait. « Excuse-moi, dit-il, c'est exactement ce que je veux dire, » cria Sophie derrière lui, toujours en train de courir à la maison. Ce que Thomas ne savait pas alors, c'est que quelqu'un d'autre avait entendu chaque mot. Il y a 4 ans, il semblait imparfait. Tous les deux ambitieux, tous les deux affamés de succès. Ils avaient acheté une maison, peinte la nursery en jaune, attendu Léa. Elle était arrivée un mardi d'avril, criant ses opinions au monde. Sophie l'avait tenue 4 minutes avant de la rendre. « J'ai besoin de dormir, j'ai un appel avec Singapour. » L'appel était dans 3 jours. La première année était gérable. Les voyages de Sophie augmentaient lentement. La deuxième année, ils s'accélérèrent. Plus de clients, plus de responsabilités, plus de soirées tardives qui devenaient des matins précoces. « Tu savais à quoi tu t'engageais, » disait-elle. « Je t'avais dit que je vous laissais être associé avant 35 ans. Nous avons une fille. Tu as une fille. Moi, j'ai une carrière. » Thomas l'avait découvert un mercredi. Léa avait 15 mois. Sophie avait dit qu'elle serait à la maison à 18 heures. À 20h, il appela son bureau. Sophie est partie il y a des heures. Elle avait des projets pour dîner. Il conduisit jusqu'au restaurant avec Léa endormie dans son siège auto. Il trouva Sophie à une table d'angle avec Marc, sa main sur la sienne, riant de la façon dont elle riait avec lui autrefois.
Ils parlèrent dans le parking. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. « 6 mois. Et avant que tu en fasses une question de moralité, quand avons-nous eu une conversation qui n'était pas sur les couches? Quand as-tu demandé quoi que ce soit d'autre? Parce qu'il n'y a rien d'autre, Thomas. Tu es devenu père et tu as oublié de rester une personne. Le divorce prit 4 mois. Elle ne contesta pas la garde. Payait la pension comme une facture en prélèvement automatique. Le jour où les papiers furent finalisés, elle le rencontra dans un café. Tu vas peiner. Les pères célibataires n'obtiennent pas le même soutien. Ta carrière va stagner. Tu devrais réfléchir à ce que cela signifie pour l'avenir de Léa. Son avenir ira bien. Son avenir sera limité par tes choix. Tu es un bon père, Thomas, mais c'est tout ce que tu vas être. Et un jour, Léa va t'en vouloir pour ça. Cette phrase vivait dans sa tête comme un squatter qu'il ne pouvait pas expulser. Leur appartement était petit. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine où on ne pouvait pas ouvrir le réfrigérateur et le four simultanément. Mais c'était le leur. Les matins commençaient à 6 heures. L'horloge interne de Léa ne croyait pas au week-end. « Crêpe », murmurait-elle à son chevet. « Dimanche signifie crêpe. » Ils avaient des routines. Petit déjeuner à 7h et crèche à 8h15, travail jusqu'à 17h30. Compressant 8 heures en 7, récupération à 18h sur, dîner, bain, livres, au lit à 20h30. Madame Martin, leur voisine de 83 ans, les avait adoptés la semaine où ils avaient emménagé. « Cet enfant a besoin de routine », avait-elle dit. « Je le sais. Et tu as besoin de repos. Amène-la en bas mardi et jeudi soir. Je lui donnerai à dîner. La laisserai regarder un programme éducatif. Tu pourras te faire couper les cheveux ou juste t'asseoir en silence. » 2 fois par semaine, Léa descendait tandis que Thomas faisait la lessive ou les courses, ou existait simplement dans le calme. Sophie visitait 1 fois par mois, toujours programmée, toujours 2 heures. Elle emmenait Léa bruncher ou au musée, achetait quelque chose de cher et d'impratique, la rendait à 15 jours. « Tu t'es amusé avec maman? Elle sent bon, sa voiture est belle. » Le travail était stable, il coordonnait les chaînes d'approvisionnement pour Morrow Enterprises. Gérait les fournisseurs, résolvait les problèmes. Pas excitant, mais fiable. Ses collègues savaient qu'il avait un arrêt ferme à 17h30, aucune exception. On ne peut pas gravir l'échelle quand on part avant tout le monde. On ne peut pas réseauter quand on n'est pas aux événements de networking. Thomas avait accepté les limitations que Sophie avait prédites. Mais tard de la nuit, quand l'appartement était silencieux, Thomas se demandait parfois si Sophie avait raison, s'il avait échangé l'ambition contre la paternité et passerait sa vie à se convaincre que c'était équitable. Mardi en octobre, la crèche appela à 10h30. Léa avait de la fièvre. La politique exigeait une récupération immédiate. Madame Martin ne répondait pas. Chaque solution de secours était indisponible. Thomas avait une réunion à 14h avec l'équipe dirigeante. Léa était fiévreuse à 38 degrés. Il n'y avait aucune équation où le travail gagnait. Il appela sa superviseure, s'excusa, conduisit chercher Léa, la ramena à la maison. À 13h45, Camille Moreau appela. « J'aimerais reporter. Êtes-vous disponible demain à la même heure? »« Oui, absolument. »« Bien. »« Et Thomas, amenez votre fille. » Camille Moreau apparaissait sur les couvertures de magazines avec des légendes comme « PDG à 38 ans » et « Comment Camille Moreau a bâti un empire d'1 milliard ». Thomas l'avait vue 3 fois, 2 fois lors de réunions d'entreprise, 1 fois dans un ascenseur où il avait oublié comment former des mots. Le lendemain, il habilla Léa dans sa robe bleue avec des étoiles blanches. « On va à mon bureau, sois très sage, apporte tes livres de coloriage et tes écouteurs. » Elle hocha solennellement. « Je serai invisible. » Camille arriva exactement à 14h. Ses yeux allèrent vers Léa, puis revinrent vers lui. « C'est votre fille? »« Oui, Léa, je m'excuse. »« Qu'est-ce qu'elle dessine? » ?»« On dirait une tortue. » Léa s'intéresse à la biologie marine. Camille s'accroupit près de la chaise de Léa. « Puis-je voir? » Léa retira ses écouteurs. « C'est une tortue lutte. Elles peuvent retenir leur respiration pendant 45 minutes. C'est plus long que la plupart des réunions d'affaires.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Elles mangent des méduses. Elles sont en danger à cause du plastique. Les gens sont paresseux avec leurs déchets. Camille sourit. Un vrai sourire. Tu pourrais avoir raison sur quelque chose. La réunion dura 90 minutes. Thomas s'était préparé pendant 3 semaines. Camille posa 12 questions, 4 auxquelles il s'était préparé, 8 auxquelles il ne s'était pas préparé. Il répondit aux 12. Votre analyse est approfondie, dit-elle finalement, mais vous pensez tactiquement quand j'ai besoin de pensée stratégique. Vous avez optimisé notre système actuel. J'ai besoin que vous imaginiez le système que nous devrions avoir. J'envoie 3 études de cas. Revenez dans 1 semaine avec des recommandations, pas des améliorations, des réinventions. Elle regarda Léa, maintenant en train de dessiner une cité sous-marine. Votre fille est bienvenue ici, chaque fois que nécessaire. Tout dirigeant gérant simultanément la logistique et un enfant de 4 ans opère à une complexité supérieure à la plupart. Léa leva les yeux. Je ne pense pas. Elle devrait adopter des tortues. Les études de cas que Camille envoya étaient denses, complexes, conçues pour exposer la pensée paresseuse. Thomas passa 1 semaine dessus, travaillant jusqu'à 2h du matin après que Léa se soit couchée. Quand il présenta, Camille passa 40 minutes à démanteler ses recommandations, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles n'étaient pas assez ambitieuses. Vous pensez au problème. J'ai besoin que vous pensiez au système. Réparez un problème et vous avez amélioré une chose. Réparez un système et vous avez tout amélioré. Pendant 6 mois, cela devint leur schéma. Missions impossibles, travail adéquat. Elle le poussait vers quelque chose de meilleur, ses responsabilités s'élargirent. Réunions stratégiques, révision de propositions, consultation sur des décisions 3 niveaux au-dessus de son ancien poste. En janvier, Camille l'appela dans son bureau. Vous êtes promu directeur des opérations stratégiques. Augmentation de salaire de 40%. Les horaires flexibles restent. J'organise une suite de garde d'enfants privée au niveau exécutif. Thomas fixa. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a 3 ans, mon père a eu un AVC. Pendant 8 mois, j'ai géré cette entreprise tout en coordonnant ses soins. J'étais en réunion de conseil tout en textant son infirmière. Tout le monde me disait de prendre du recul, de choisir. Elle fit une pause. J'ai refusé de choisir. Et les gens qui disaient que je devais étaient les mêmes qui n'avaient jamais eu à faire ce choix. Vous n'êtes pas promu par pitié. Vous avez démontré la capacité de maintenir l'excellence tout en portant un poids qui écraserait les autres. C'est rare, je ne gaspille pas les ressources rares, c'est... Quand Thomas récupéra Léa ce jour-là, elle sentit immédiatement quelque chose. « Tu as passé une bonne journée? »« Oui, ma chérie, vraiment bonne. » Sophie était devenue associée. Avait acheté un appartement dans le quartier financier. S'était fiancée à Marc. Elle voyait toujours Léa mensuellement, bien que les visites devinssent sporadiques. Voyages d'affaires, conférences de week-end, urgences clients. Léa cessa de demander quand maman venait, mais l'absence de Sophie s'accompagnait de commentaires. « Ton appartement est si cosy », disait-elle, le mot fonctionnant comme une critique. « Léa, ne voudrais-tu pas une plus grande chambre, de meilleurs jouets? Papa dit que j'ai assez de jouets. » Il y a une différence entre assez et l'abondance, n'est-ce pas? Ces conversations se passaient devant Thomas comme s'il était un meuble. « Tu es encore dans la même entreprise? Je pensais que tu aurais exploré de meilleures options. » J'ai été promu, directeur des opérations stratégiques. Sa surprise était théâtrale. Eh bien, c'est inattendu. Bien que Camille Moreau ait une réputation pour les décisions non conventionnelles. Qu'est-ce que ça signifie? Les femmes à succès surcompensent parfois. Elles promeuvent des hommes qui leur rappellent des causes plutôt que du talent. Thomas laissa passer. Argumenter avec Sophie était inutile, mais les mots restaient. Tu n'as eu ça que parce qu'elle a pitié de toi. Léa était l'antidote. Papa, dit-elle un soir après le départ de Sophie, pourquoi maman ne veut pas vivre avec nous? Maman t'aime, mais elle et moi voulions des choses différentes. Est-ce qu'elle me voulait? La question était un couteau. Elle te voulait, elle ne voulait juste pas la vie qui venait avec toi. Ce n'est pas ta faute. C'est à propos d'elle. Est-ce que tu veux la vie qui est venue avec moi?
Tu es la vie que je veux. Tout le reste ne sont que des détails. Le gala du Centre des Arts métropolitains était un rituel annuel. Smoking, billets chers, collecte de fonds pour l'éducation artistique. Camille attendait la présence de l'équipe dirigeante. Thomas n'y était jamais allé. Il fixa l'invitation pendant 3 jours. Léa avait un projet scientifique à rendre. Madame Martin avait un rendez-vous. Chaque instinct disait de décliner. Mais Camille avait placé sa confiance en lui. Une partie de grandir dans un rôle était d'agir comme si on y appartenait. Il confirma sa présence. Oui, le matin du gala, Léa se réveilla avec une légère toux. Thomas lui donna des médicaments, surveilla sa température. À 15h, elle allait bien, courant partout, chantant, affichant le chaos normal d'une enfant de 4 ans. Madame Martin vient à 17h30. Dîner, un spectacle, au lit à 20h30. Je serai à la maison à 22h30. Et si j'ai besoin de toi, Madame Martin appellera et je viendrai immédiatement. Mais tu n'auras pas besoin de moi. Demain, on fera des crêpes supplémentaires. Des crêpes supplémentaires signifient des pépites de chocolat, dans la raison. Marché conclu. Thomas arriva à 19h15, marbre et feuilles d'or et des gens assemblés par des stylistes. Il vérifia son téléphone. Madame Martin, tout va bien, regarde les dauphins. C'est alors qu'il entendit son rire. Sophie se matérialisa de la foule comme une figure d'une peinture Renaissance. Toute beauté calculée et polish coûteux. Marc était à côté d'elle, ayant l'air mal à l'aise dans son smoking, comme s'il savait qu'il faisait partie d'une performance qu'il n'avait pas entièrement répétée. Thomas Dubois, dit Sophie, s'approchant avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais questionné son droit à n'importe quel espace qu'elle occupait. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Son emphasie sur toi était subtile mais incontestable. Camille a invité l'équipe dirigeante, répondit-il, comme c'est généreux de sa part. Le sourire de Sophie était du verre, bien que je me demande si elle comprend la différence entre de vrais dirigeants et le personnel de soutien. Marc bougea. Sophie, je plaisante. Thomas sait que je plaisante. On était mariés. On peut plaisanter. Elle se pencha plus près, sa voix tombant à ce registre intime qui n'était pas intime du tout. Bien qu'honnêtement, je sois surprise. Ces événements sont chers et chronophages. Sûrement que tu préférerais être à la maison avec Léa? Son téléphone vibra. Il regarda rapidement. Madame Martin. Température 38 degrés. Elle demande après toi. Tout va bien? Demanda Sophie, bien que son ton suggérait qu'elle savait déjà que non. Léa a de la fièvre. Oh non, son inquiétude était parfaitement jouée. Eh bien, tu devrais probablement y aller alors. Je veux dire, c'est le problème d'être parent célibataire. Tu ne peux pas vraiment participer pleinement à la vie professionnelle, n'est-ce que pas? Il y a toujours quelque chose qui te tire ailleurs. Elle le dit assez fort pour que les invités proches entendent. Une femme en saphir regarda. Un homme en costume impeccable posa sa conversation. Ce n'est pas une critique, continua Sophie, c'est juste la réalité. Tu as fait certains choix, et ces choix ont des conséquences. Tu ne peux pas être à un gala quand tu devrais être à la maison avec un enfant malade. Tu ne peux pas avancer dans ta carrière quand tu choisis toujours entre travail et parentalité. C'est admirable que tu essayes, mais soyons honnêtes, tu seras toujours limité par les circonstances. Marc toucha son bras. Peut-être qu'on devrait... Je ne suis pas cruel, dit Sophie. Je suis honnête. Quelqu'un doit dire la vérité à Thomas. C'est un père merveilleux. Vraiment, mais les pères merveilleux qui priorisent leurs enfants sur leur carrière ne finissent pas à des événements comme celui-ci. Ils finissent, eh bien, où ils sont censés être. Elle sourit, satisfaite de sa propre sagesse. Thomas ouvrit la bouche pour répondre, bien qu'il ne soit pas sûr de ce qu'il allait dire. Puis une voix trancha l'espace comme un scalpel. « Te voilà !» Camille Moreau se déplaça dans la foule avec l'aisance de quelqu'un qui possédait l'air même qu'elle respirait. Elle portait bleu nuit, simple, élégant, dévastateur, et son expression était soigneusement neutre de cette façon qui suggérait une force énorme retenue. Elle s'arrêta à côté de Thomas, assez proche pour qu'il puisse sentir son parfum, et son bras glissa autour de sa taille avec une confiance absolue. La salle ne haleta pas. Halter aurait été trop évident.
Au lieu de cela, il y eut une inspiration collective, un changement d'attention si complet que même le quatuor à cordes sembla faire une pause. Camille se tourna pour faire face à Sophie, son sourire parfaitement poli. « Vous devez être l'ex-épouse de Thomas. Sophie, n'est-ce pas? J'ai tellement entendu parler de vous. » L'expression de Sophie vacilla. Surprise, confusion, recalcul rapide. « Camille Moreau, je ne réalisais pas que vous et Thomas étiez... proches. » Proches. Camille répéta le mot comme si elle testait sa qualité. C'est une façon de le décrire. Je dirais que nous sommes collaborateurs, partenaires au sens professionnel, bien que dernièrement la distinction semble moins claire. Elle regarda Thomas, son expression s'adoucissant d'une façon qu'il n'avait jamais vue. « Je te cherchais, dit-elle. Le maire est là. Elle veut discuter du projet d'infrastructure, celui que tu as conçu. Je lui ai dit que tu serais prêt à lui donner un bref aperçu. » « Bien sûr, » parvint à dire Thomas. L'attention de Camille revint à Sophie. « Je m'excuse d'interrompre, vous disiez quelque chose sur les limitations de Thomas. » « J'étais juste... parce que je sens que je devrais corriger les faits. » La voix de Camille resta agréable, mais quelque chose en dessous avait des dents. « Thomas n'est pas du personnel de soutien, comme vous l'avez si gentiment formulé. C'est l'architecte de tout notre réseau logistique de la côte Est. C'est la raison pour laquelle nous avons pu nous étendre dans 6 nouveaux marchés l'année dernière sans un seul échec de chaîne d'approvisionnement. C'est la personne que je consulte quand je prends des décisions stratégiques sur l'efficacité opérationnelle. » Elle fit une pause, laissant cette information s'installer. Et quant à son incapacité à participer pleinement à la vie professionnelle, le trimestre dernier, il a présenté à notre conseil d'administration. Ils ont été si impressionnés par son travail que 3 d'entre eux ont essayé de le recruter dans d'autres entreprises. J'ai dû augmenter sa rémunération 2 fois en 6 mois juste pour le garder. Le visage de Sophie était devenu très immobile. « Mais vous avez raison sur une chose, » continua Camille. « Il fait des choix. Il choisit d'être présent pour sa fille. Il choisit d'honorer ses engagements. Il choisit l'intégrité plutôt que la commodité. Et ces choix ne le rendent pas limité. Ils le rendent exactement le genre de personne que je veux diriger des initiatives dans mon entreprise. » Elle se retourna vers Thomas et sa main toucha sa joue. Bref, doux, dévastateur public. « Le maire attend. Allons-y » Thomas hocha parce que parler semblait impossible. Alors qu'il s'éloignait, Thomas entendit Marc dire doucement « Bon Dieu, Sophie !» Il entendit Sophie ne rien dire du tout. Camille le guida vers un coin plus calme, loin de la foule. « Je suis désolé, » dit Thomas. « C'était nécessaire. Votre ex-épouse faisait des suppositions. Je les ai corrigées. Vous n'étiez pas obligé. Oui, je l'étais. Je ne tolère pas que les gens diminuent mon équipe. Surtout vous. » Son téléphone vibra. « Madame Martin. » Fièvre à 38,8 degrés. Camille regarda son écran. « Rentrez chez vous, Thomas. Le maire peut attendre. Votre fille a besoin de vous. Ce n'est pas négociable. Je ne veux pas que vous pensiez. Je sais exactement quoi penser. Je sais que vous êtes fiable et dévoué. Le fait que vous vous présentiez pour votre fille ne diminue pas cela. Ça le renforce. » Elle fit une pause, quelque chose de vulnérable traversant son expression. « Voulez-vous savoir pourquoi j'ai vraiment créé cette suite de garde d'enfants? Parce que j'aurais voulu que quelqu'un le fasse pour moi. Quand mon père était malade, je l'ai amené au bureau 2 fois. Tout le monde me regardait comme si j'avais violé une règle sur la séparation de la vie personnelle et professionnelle. » Elle se retourna vers lui. « Je me suis promis que si jamais j'avais le pouvoir de changer cette culture, je le ferais. Vous n'étiez pas un cas de charité, vous étiez un casse-test. Et vous avez prouvé exactement ce que je croyais. Les gens qui gèrent la complexité dans leur vie personnelle sont les mieux équipés pour la gérer professionnellement. Merci. Allez le dire à Léa, j'espère qu'elle va mieux. Lundi, nous discuterons du projet du maire. Il nécessite des voyages significatifs sur 6 mois. Je veux savoir si vous êtes intéressé et quel soutien vous aurez besoin. » Thomas partit à 20h47. Quand il arriva chez lui, Léa dormait sur le canapé de Madame Martin. « La fièvre a cassé, » murmura Madame Martin. « Elle ira bien demain matin. » Thomas porta Léa en haut, l'aborda, s'assit sur le sol à côté d'elle. Elle bougea. « Tu es rentré? » « J'ai promis. »
Tu t'es amusé? C'était intéressant. Plus intéressant que moi? Rien n'est plus intéressant que toi. Elle sourit et se rendormit. Thomas s'assit là, la regardant respirer, pensant aux mots de Sophie et à la défense de Camille. Sophie s'était trompée sur presque tout, mais elle avait eu raison sur une chose. Il avait fait des choix, et ces choix avaient des conséquences. La conséquence était ceci. Un petit appartement avec des radiateurs qui claquaient. Une enfant de 4 ans qui savait qu'il se présenterait. Une patronne qui valorisait la substance. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée à 25 ans, mais c'était la vie qu'il avait construite à 33 ans. Et c'était suffisant. Dimanche matin, Léa se réveilla sans fièvre. Des pépites de chocolat ont été promises, annonça-t-elle. Des pépites de chocolat ont été négociées. Il y a une différence. Quelle est-ce la différence? Environ 3 pépites de chocolat. Thomas mesurait la farine quand la sonnette retentit. Léa courut vérifier le judas, puis l'ouvrit grand. « Mademoiselle Moreau !» Camille se tenait dans le couloir, portant un jean et un pull, tenant un sac de la librairie Cher. Elle semblait plus jeune, moins blindée, presque incertaine. « J'espère que je ne dérange pas. J'ai apporté à Léa des livres sur la biologie marine. » Léa prit le sac et vida son contenu. « Des pieuvres, papa. Elle a apporté des pieuvres. »« Voudriez-vous entrer ?» demanda Thomas. Elle hésita. « Si ce n'est pas un dérangement. On fait des crêpes, il y en a plein. » Léa leva les yeux de ses livres. « Aimez-vous les pépites de chocolat dans les crêpes ?»« Je ne pense pas avoir jamais eu de pépites de chocolat dans des crêpes, » admit Camille avec une surprise génuine. L'expression de Léa suggérait que c'était une négligence grave et impardonnable. « Vous devriez rester, papa fait de bonnes crêpes. » Compliment élevé, murmura Camille doucement, croisant le regard de Thomas avec un sourire incertain. Elle entra, s'assit à leur petite table de cuisine, accepta du café terrible et regarda Thomas cuisiner avec une expression d'étonnement silencieux qu'il n'arrivait pas tout à fait à lire. Léa grimpa sur la chaise à côté d'elle, ouvrant déjà un des nouveaux livres avec empressement. « Celui-ci parle de l'intelligence des céphalopodes », expliqua-t-elle sérieusement. « Les pieuvres peuvent résoudre des puzzles et ouvrir des pots, et elles peuvent changer de couleur pour s'accorder à leur environnement, ce qui s'appelle le camouflage. »« C'est impressionnant, » dit Camille. « Pourquoi penses-tu qu'elles ont besoin de camouflage? » Pour se cacher des prédateurs ou chasser des proies, ou peut-être juste parce qu'elles veulent de l'intimité. Vouloir de l'intimité est une raison valide, approuva Camille. Elles parlèrent de pieuvres pendant que Thomas cuisinait. Léa posait des questions sans fin comme le font les enfants curieux de 4 ans, et Camille y répondait patiemment sans condescendance, traitant chaque question sérieusement. Quand les crêpes furent prêtes, ils mangèrent ensemble à la petite table qui tenait à peine 3 personnes. Léa narra tout son week-end avec un enthousiasme animé, incluant des descriptions détaillées de sa fièvre et comment l'appartement douillet de Madame Martin sentait les vieilles fleurs, mais dans le bon sens. Après le petit déjeuner, Léa retourna à ses livres, s'étalant sur le sol du salon de cette façon désossée que les jeunes enfants ont. Camille aida Thomas avec la vaisselle, insista en fait, et ils se tinrent à l'évier de cuisine en silence compagnon. « Merci, dit finalement Thomas. Pour hier soir, pour les livres. »« Je ne suis pas venue ici par obligation, » répondit-elle, rinçant une assiette. « Je suis venue parce que je le voulais. » Elle fut silencieuse pour un moment réfléchi, concentrée sur la vaisselle d'une façon qui suggérait clairement qu'elle se concentrait sur quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de plus profond. « Parce qu'hier, vous regardant choisir votre fille plutôt qu'une salle pleine de gens puissants, j'ai réalisé quelque chose. » Elle posa l'assiette et se tourna vers lui. « J'ai passé 15 ans à construire une entreprise, prendre des décisions, sacrifier des choses que je ne réalisais même pas que je sacrifiais jusqu'à ce qu'elles soient parties. Et quelque part dans ce processus, j'ai oublié à quoi ça ressemble quand quelqu'un fait des choix différents. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas à hésiter, Thomas. Votre fille avait besoin de vous, et vous êtes parti immédiatement sans délai. Aucun calcul, aucune pesée des coûts professionnels. Vous êtes juste parti. Et j'ai pensé à ça toute la nuit,
me demandant à quoi ma vie ressemblerait si jamais j'avais ressenti ce genre de certitude sur quoi que ce soit en dehors du travail. Elle regarda vers le salon où Léa faisait des effets sonores pour son livre de pieuvre. « Je ne suis pas bonne à ça », continua Camille. « À être une vraie personne en dehors d'être PDG, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'amis proches, j'ai des collègues et des employés et un planning qui fonctionne par incrément de 15 minutes. Et je réussis. Objectivement, mesurément réussi. Mais hier, vous regardant sortir de ce gala, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quoi? Envie. Le mot resta suspendu entre eux comme une confession. Thomas sécha ses mains sur une serviette, choisissant soigneusement ses mots suivants. « Vous m'avez donné la capacité de faire ce choix, dit-il. Les horaires flexibles, la suite de garde d'enfants, la promotion qui m'a donné la sécurité financière. Je n'aurais pas pu partir hier soir si vous n'aviez pas construit un environnement qui le rendait possible. Peut-être, dit-elle. Ou peut-être que j'ai construit cet environnement parce que j'avais besoin de savoir que c'était possible, même si ce n'était pas possible pour moi. » Léa apparut dans l'embrasure, tenant un livre de pieuvre. « Mademoiselle Moreau, voulez-vous voir ma chambre? J'ai une affiche du système solaire et papa dit qu'on peut ajouter des étoiles qui brillent dans le noir le mois prochain. » Camille regarda Thomas, demandant la permission. « Vas-y, dit-il. Attention, elle va te faire une visite complète, incluant des commentaires sur tout ce qu'elle possède. » Elles disparurent dans le couloir, la voix de Léa dérivant en retour. « C'est la salle de bain. On a une douche et une baignoire, mais j'utilise seulement la baignoire parce que les douches sont trop bruyantes. » Thomas s'appuya contre le comptoir, écoutant leur conversation, et pensa aux étranges mathématiques de la connexion. Comment parfois les gens qui semblent les plus éloignés voyagent en réalité sur des chemins parallèles, juste à des vitesses différentes. Quand Camille émergea 15 minutes plus tard, elle semblait légèrement submergée. « Elle a beaucoup de pensées sur les dinosaures, dit-elle. Elle a beaucoup de pensées sur tout. Je devrais y aller, vous laisser avoir votre dimanche. Vous êtes bienvenu de rester, dit Thomas, se surprenant lui-même. On va habituellement au parc après le petit déjeuner. Léa aime nourrir les canards, même si on n'est pas techniquement censé. Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre routine. Vous ne vous immiscez pas. » Ils se regardèrent pendant un long moment et quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Pas de l'attraction exactement. Ou au moins pas seulement de l'attraction, de la reconnaissance. Peut-être le sens de rencontrer quelqu'un qui comprenait le poids des choix qu'on avait faits. Papa appela Léa de sa chambre. « Est-ce que mademoiselle Moreau peut venir au parc ?» Camille sourit. « Je suppose que ça règle la question. » Ils allèrent au parc. Léa nourrit les canards avec du pain non autorisé, narra la dynamique sociale de la communauté des canards et convainquit Camille de descendre le toboggan exactement une fois. « Il faut que tu le fasses, ça fait partie de l'expérience. » Plus tard, alors qu'ils marchaient de retour à l'appartement, Léa entre eux, Camille dit doucement « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais le découvrir. » Ça. Vous, Léa, les dimanches matins qui n'impliquent pas de rapport trimestriel. La possibilité de quelque chose qui ne rentre pas dans des incréments de 15 minutes. Thomas pensa aux prédictions de Sophie, aux limitations qu'il avait acceptées, à la vie qu'il avait construite dans les marges de ce que d'autres gens considéraient comme le succès. « C'est désordonné », l'avertit-il. « Les enfants tombent malades. Les plans changent. Parfois, la chose la plus importante est de faire des crêpes. »« Je suis bonne pour apprendre, » dit Camille, « et je suis intéressée par le désordre. » Léa leva les yeux vers eux deux, sentant quelque chose de significatif, mais ne le comprenant pas tout à fait. « Est-ce que tu vas être mon amie ?» demanda-t-elle à Camille. « J'aimerais l'être, » répondit Camille. « D'accord, mais tu dois apprendre sur la biologie marine. C'est la règle. Ça semble équitable. » Ils atteignirent leur immeuble. Camille dit au revoir à l'entrée, promettant de les voir lundi. Alors qu'ils montaient les escaliers vers leur appartement, Léa planifiait déjà. La prochaine fois que mademoiselle Moreau vient, on devrait faire des gaufres. Les gaufres sont plus chics que les crêpes. Notez. Et on devrait lui enseigner sur les méduses. Elle ne sait probablement pas qu'elles existent depuis 500 millions d'années. Probablement pas. Papa? Elle s'arrêta sur le palier, le regardant avec ses yeux sérieux qui voyaient plus qu'une enfant de 4 ans ne devrait.
Je l'aime bien. Moi aussi, ma chérie. Est-ce que maman va être triste? La question le prit au dépourvu. Pourquoi maman serait-elle triste? Parce que quelqu'un d'autre est gentil avec nous. Thomas s'agenouilla, la rencontrant au niveau des yeux. Maman a fait des choix sur le genre de vie qu'elle voulait, et c'était un des choix à faire. Mademoiselle Moreau fait des choix différents, et ce sont les siens à faire aussi. Rien de tout ça n'a à voir avec le fait que tu mérites que les gens soient gentils avec toi. Tu comprends? Je pense. Tu mérites qu'on se présente pour toi, Léa. Toujours. N'oublie jamais ça. Elle le serra, spontané, féroce, le genre d'étreinte qui lui rappelait pourquoi chaque choix avait valu la peine. Ils entrèrent, passèrent le reste du dimanche à faire des choses normales de dimanche. Lessive, livre de coloriage, une longue discussion sur pourquoi elles ne pouvaient pas avoir une pieuvre domestique. Elles ont besoin d'œufs salés et de réservoirs spéciaux, et aussi papa est très allergique à la responsabilité au-delà des niveaux actuels. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, Thomas s'assit à la table de cuisine avec son ordinateur portable et pensa à la question de Camille sur le projet d'infrastructure. 6 mois de voyage, responsabilité significative, le genre d'opportunité qui 3 ans auparavant aurait été impossible. Il ouvrit son email et commença à rédiger une réponse décrivant ce dont il aurait besoin. Flexibilité continue, couverture fiable de garde et d'enfants, accès d'appel vidéo à Léa chaque soir, limite claire sur les horaires de voyage. Puis il s'arrêta et fixa la liste. Ce n'étaient pas des limitations, c'étaient des paramètres, les limites dans lesquelles il opérait, et dans ces limites, il avait construit quelque chose qui marchait. Pas parfaitement, pas sans lutte, mais genuinement. Il pensa à Sophie au gala, si certaine de son récit, si convaincue que ses choix l'avaient limitée. Mais regardant autour de leur petit appartement, les dessins de Léa sur le réfrigérateur, les livres de biologie marine empilés sur la table basse, la vie qu'ils avaient construite dans les espaces que d'autres gens rejetaient, ils ne pouvaient trouver aucune preuve de limitation, juste la preuve du choix. Et le choix, ils commençaient à comprendre, était le contraire de la limitation. C'était le début de tout le reste. Il finit l'email, l'envoya et alla vérifier Léa une dernière fois avant de se coucher, se tenant dans son embrasure et la regardant dormir. Cette petite personne qui avait réorganisé toute son existence autour de son orbite. « On va bien », murmura-t-il à elle, à lui-même, à quiconque écoutait. « On va vraiment bien ». Le radiateur claqua son accord, et quelque part à travers la ville, dans un appartement cher ou une chambre d'hôtel de luxe, Sophie vivait la vie qu'elle avait choisie. C'était probablement très impressionnant, mais ce n'était pas la sienne. Et pour la première fois en 3 ans, Thomas était complètement en paix avec ça. 3 mois plus tard, le printemps était arrivé à Paris, apportant la chaleur et une nouvelle croissance aux rues historiques du 15e arrondissement. Le projet d'infrastructure était un succès. Thomas voyageait 2 semaines par mois, mais Camille avait tenu ses promesses. Garde d'enfants fiable, appel vidéo quotidien avec Léa, limites respectées. Et quelque chose de plus beau s'était développé. Les dimanches matins étaient devenus sacrés. Camille arrivait avec des livres pour Léa et du café décent pour Thomas. Il faisait des crêpes ou des gaufres, allait au parc, construisait des mondes en Lego qui défièrent toutes les lois de la physique. Léa avait adopté Camille avec l'enthousiasme total qu'elle apportait à tout ce qui l'intéressait. « Mademoiselle Camille, annonça-t-elle un dimanche, tu dois apprendre sur les hippocampes. C'est le mâle qui porte les bébés. »« C'est remarquable, » dit Camille. « Pourquoi penses-tu qu'ils ont évolué de cette façon? Peut-être que les papas hippocampes voulaient vraiment être sûrs que leur bébé serait en sécurité. » Thomas et Camille échangèrent un regard par-dessus la tête de Léa. Un soir, après que Léa se soit endormie et que Camille soit restée pour aider au devoir de présentation sur les océans, ils s'assirent sur le canapé avec du thé et des rapports d'école. « Elle écrit sur vous, maintenant, » dit Thomas, montrant le projet de Léa. « Ma famille, il y a vous, moi et elle, tous nageant avec des dauphins. » Camille étudia le dessin. « Elle m'a incluse. Elle vous aime, nous vous aimons. » Les mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait. Camille posa le papier et se tourna vers lui. « Je n'ai jamais su que je voulais ça, » dit-elle doucement. « Une famille. Des dimanches matins qui s'étendent dans l'après-midi.
Quelqu'un qui a besoin de moi pour autre chose que des décisions d'affaires. Vous l'avez maintenant, si vous le voulez. Je le veux, vous et Léa et cette vie que vous avez construite. Je veux en faire partie. » Ils s'embrassèrent pour la première fois dans la lumière tamisée du salon, entourés par les dessins de Léa et les livres de biologie marine et la preuve qu'un appartement n'avait pas besoin d'être grand pour contenir tout ce qui importait. 6 mois plus tard, ils déménagèrent dans une maison plus grande avec un jardin où Léa pouvait planter des tournesols et observer les insectes. Sophie visitait encore, mais ses commentaires avaient perdu leur mordant. Il était difficile de critiquer le manque d'ambition d'un homme dont la femme dirigeait une entreprise d'1 milliard et qu'il adorait manifestement. « Je suppose que ça a marché, » dit-elle un jour, regardant autour de leur nouvelle maison. « Oui, » dit Thomas, « ça a marché. » Un dimanche matin, 1 an après ce premier petit déjeuner de crêpes, Camille se réveilla tôt pour trouver Léa debout dans la cuisine, mélangeant soigneusement la pâte. « Je fais des crêpes pour ma nouvelle maman, » dit Léa solennellement. « C'est une tradition familiale. » Camille s'assit à la table, regardant cet enfant qui l'avait adopté si complètement, et se rappela du temps où elle pensait que le succès se mesurait en trimestres et en pourcentage de profit. Thomas entra, ébouriffé et souriant, et embrassa d'abord Léa puis Camille. « Comment va ma famille ?» demanda-t-il. « Parfait » dirent-elles en même temps. Et c'était vrai, dehors, Paris s'éveillait un dimanche matin, plein de possibilités et de nouveaux commencements. Mais à l'intérieur de leur cuisine ensoleillée, entourée par l'odeur des crêpes et les rires d'une enfant de 5 ans qui expliquait pourquoi les pieuvres étaient meilleurs que les gens pour résoudre les puzzles, ils avaient déjà trouvé tout ce qu'ils cherchaient. L'amour ne nécessitait pas toujours une grande romance. Parfois, il arrivait dans des crêpes du dimanche matin et des livres partagés et la décision quotidienne de se présenter l'un pour l'autre. Et parfois, si vous aviez de la chance, il arrivait avec une patronne milliardaire qui réalisait que la chose la plus précieuse qu'elle pouvait acquérir n'était pas une autre entreprise, mais une place à votre table du petit déjeuner. Si cette histoire d'amour paternel et de seconde chance vous a touché, elle nous rappelle que le vrai succès ne se mesure pas en promotion ou en salaire, mais en amour partagé et en famille construite. Thomas, Léa et Camille nous ont enseigné que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par des crêpes du dimanche et des livres sur les pieuvres. Leur histoire prouve que quand on choisit l'amour par-dessus l'ambition, l'univers nous récompense souvent avec plus d'amour encore. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent de la famille, l'amour authentique et le courage de ceux qui choisissent ce qui compte vraiment.